Dans les plaines des Hauts-de-France, collé à la frontière belge, on trouve un des derniers bocages du Nord. Pas de train, peu de routes, on n'arrive pas par hasard dans le sud avesnois. Ici, les haies, les mares, les trognes sont plus qu'un paysage, plus qu'un territoire, c'est une identité. On a une histoire, on a notre bocage, on a l'herbage. Donc on n'a pas l'habitude de voir nos terrains se retourner comme ça. Mais depuis 2 ans, rien ne va plus dans le bocage. Ce film permet de constater l'écoulement des eaux. On a fait des manifestations, on a fait des photos. C'est frustrant et en même temps inquiétant. Regarde-moi ça. C'est un cimetière de haies, quoi. Si on laisse faire, dans 10 ans, il n'y a plus de bocage. Les 180 km² du sud avesnois s'agitent face à un envahisseur inattendu, la patate. Dans ce parc naturel régional, bastion de l'agriculture bio, des paysans adeptes du circuit court, de l'élevage au grand air et des haies bocagères voient débarquer de nouveaux collègues peu délicats, grands amateurs de champs si possible bien droits. Ça fait drôle de voir un tel paysage, quoi. Pour moi, c'est de la désolation. Les rendements, on leur a expliqué que de toute façon, s'ils ne traitent pas, ils n'ont rien. C'est ça qu'ils ont appris à l'école, hein, ces gens-là. Donc, moi, je pense que c'est tout le contraire. Quand ils arrivent, ils achètent, mais pour eux, c'est rien. Jusqu'au jour où un cultivateur, pas franchement aimable, La France est le pays le plus pénible de l'Europe. et un champ pas vraiment bien situé, vont sonner la révolte. Ce qui a fait déborder le vase, c'est quand même l'arrivée du Néerlandais. On n'est pas habitué à voir ça sur Anor. Trop, c'est trop, quoi. Des habitants qui se mobilisent, des agriculteurs qui aimeraient bien travailler en paix, des maires frondeurs. Depuis 2 ans, 2 mondes se font face. Le bocage n'en finit plus de s'agiter. Jamais j'aurais imaginé que ça allait prendre une telle ampleur. Mais tout d'abord, les pesticides, l'épandage de pesticides et ce climat d'inquiétude dans le bocage au cœur de l'Avesnois, à Anor très précisément. Les familles se rebellent. Elles ont mené une nouvelle opération contre les produits toxiques avec des images qui marquent les esprits. C'est une drôle de tenue, bientôt obligatoire dans cette école maternelle. Une image choc et une crainte pour ses parents d'élèves. La raison, l'école se situe tout proche de champs traités. Ça faisait quelques mois qu'on avait déménagé déjà, donc on était installés ici, qu'on allait à l'école à pied, que les filles se plaisaient dans leur nouvel environnement. Et j'avais pris l'habitude d'aller chercher mon lait chez un producteur de lait bio sur Anor. Et puis on avait discuté des raisons pour lesquelles on avait déménagé, ce genre de choses. Et un jour, il m'a annoncé que, en fait, il y avait un champ de pommes de terre qui allait s'installer à moins de 100 mètres de l'école des Petits Loups, l'école maternelle où j'avais mes 2 filles. C'est une école qui se trouve presque au centre d'Anor, école du XXIe siècle avec des récupérateurs d'eau de pluie, des toits végétalisés, superbe école. Donc à un moment, on se dit, proximité comme ça de jeunes enfants, de personnes sensibles avec les pesticides, c'est pas possible, quoi. C'est un vrai problème. T'as trouvé les oignons? J'ai 3 filles. 10 ans, 8 ans et 6 ans. Quand on a déménagé, la plus petite, elle allait rentrer en maternelle. Impeccable. Tu finis celui-là? Avec Gaël, on se connaît depuis qu'on est tout petit. On a habité à côté d'Amiens, dans un petit village Et nous, on avait une maison qui était entièrement encerclée de champs traités, avec pas de clôture entre le jardin et le champ. Et quand on est obligé de rappeler ses enfants au plus vite parce que le tracteur avec le pulvérisateur arrive et qu'ils courent comme des fous dans le jardin pour aller s'enfermer au plus vite, c'est quand même un gros problème, quoi.
Je sais pas si je me suis surprise. C'était tellement quelque chose pour lequel on avait fui en quelque sorte que là, revenir à un endroit où on se pensait un peu préservé par le fait du parc régional, ben là, c'était un peu la trahison en quelque sorte. Un peu plus fort appui. Voilà, nickel. Encore. Lucie est née dans l'Avesnois. Elle en est partie, puis est revenue. Depuis toujours, le bocage est un refuge. Dès le Moyen-Âge, l'homme a construit des haies pour protéger les troupeaux des prédateurs, puis protéger les paysans des bandes armées. Aujourd'hui, elles sont un rempart. Lorsque tout le Nord a vu son bocage disparaître au XXe siècle, l'Avesnois reste une terre d'élevage, au grand air. À la tête de son petit troupeau, en route pour un éco-pâturage, Benoît est un des héritiers de cette histoire bocagère, sans vraiment savoir s'il est le vestige d'un ancien monde ou le pionnier d'un nouveau. Donc moi je suis agriculteur, j'élève des moutons et des vaches en bio et donc on vend tout en vente directe sur les petits marchés et tout ça quoi. Tu marques plus paysan quoi. Déjà agriculteurs ils ont honte alors les enfants. Ouais. À Paris c'est tendance hein, peut-être mais mais nous à la campagne non c'est pas les enfants ils sont pas forcément fiers quoi. Allez. Alors, faut compter maintenant. Ici, là. On n'était pas 80 au départ? Mes parents avaient une ferme et du coup, quand t'as une dizaine d'années, quand la ferme est vendue, parce que ils n'arrivaient plus à suivre, il y a eu les quotas laitiers, il y avait eu le moment où on écrasait bien les petits, quoi. Hein, et du coup, pour moi, c'était un déchirement de voir toutes les bêtes partir, quoi. Et puis voilà, les parents ils savaient plus. De toute façon, papa était tombé malade, maman elle travaillait puis elle donnait ses sous aux entreprises et puis le système il voulait plus de tout ça. Ah fille, ça va? Oh, qu'est-ce qu'il y a ma fille? Fais la tête. Quand t'amènes tes gosses là que tu viens cueillir des murs, entouré de tes bêtes. T'as quand même une certaine fierté, quoi. Quand t'amènes ton gosse au milieu d'un champ, il n'y a plus de vie. Enfin, c'est juste... C'est là que je comprends pas qu'on continue, quoi. Mais bon. Je comprends aussi ceux qui... Voilà, enfin... D'un côté, j'ai du mal, et puis de l'autre côté... Depuis 50 ans, le bocage a toujours résisté, tant bien que mal. Mais désormais, de nouveaux acteurs changent la donne. Des producteurs belges et hollandais rachètent des terres. À 4 000 € l'hectare, au lieu de 20 000 en Belgique et jusqu'à 100 000 en Hollande, on les comprend. Et leur truc, c'est la pomme de terre. Il y a des marchés qui se développent énormément sur l'Asie. En fait, hein, la Chine importe énormément de chips et de frites. Jean-Christophe Ruffin est éleveur et délégué de la FDSEA. Il y a ce besoin de préserver la prairie, mais la prairie, on en fait quoi? Il faut qu'il y ait de l'élevage dessus pour en tirer un revenu. Mais il faudrait que ce revenu-là, il rémunère quand même beaucoup mieux l'éleveur.
Quand on voit ce qu'on tire de l'élevage et ce que lui retire de sa pomme de terre, il n'y a pas photo, quoi. J'ai presque envie de dire que s'il n'y avait pas les contraintes environnementales, tout le monde serait dedans aujourd'hui. Entre 2012 et 2020, les surfaces agricoles dédiées à la patate ont augmenté de 121% dans l'Avesnois. Avec deux conséquences, un changement radical du paysage, adieu le bocage, et un usage massif de pesticides. Même au pays de la frite, ça interpelle le riverain. L'histoire s'accélère à Anor lorsque la prairie en face de l'école des Petits Loups devient un champ de pommes de terre. Le 2 mai 2019, le bocage se réveille, c'est le premier round. On a fait des manifestations, on a déguisé les enfants en combinaison intégrale avec des masques, même certains des masques à gaz. On a fait des photos, la presse est venue, il y a eu quand même pas mal d'articles, aussi bien dans les courriers du coin qu'à la télévision. Ça a super bien marché. Ça a super bien marché. Et au niveau des gens, ça a touché plein de gens. Les parents d'élèves ont ouvert la voie, un collectif se crée et rassemble plus d'1 millier de personnes en quelques jours. Internet a joué un rôle important, je pense. C'était possible de voir ce qui se passait ailleurs aussi et de mettre toutes les idées ensemble, quoi. Je pensais pas que les gens allaient réagir, en fait. J'avais de l'espoir, mais j'étais pas sûre du tout que ça allait se mobiliser. Message de Valérie. Ouah, ça remue chez vous aussi. Moi, pareil. 2 fois que j'appelle la mairie pour dire que ça a traité à moins de 100 mètres de mon jardin. Merci pour les tomates que je bichonne au naturel. On les aura à l'usure. Il y en a marre. Erwan. À moins de 2 mètres du champ d'un Hollandais sur Anor. Je suis dépité et en colère en même temps. Peur pour mes enfants tous les jours qui jouent dans le jardin. Sylviane. Ouais, venez à Trélon, vous verrez pas, vous sentirez, c'est infernal. Ils sont pas à 50 ou 100 mètres, mais très près. Jean-Marie. Ça sent dans Que les toute la autorités maison, fassent leur et boulot. j'ai des On surveille bien difficultés si vous à avez une résoudre piscine ou les une véranda. situations. Ils pourraient surveiller de la même façon les parcelles. Fabrice. Bonjour, nous avons reçu 1000 affiches. Le but est de couvrir le territoire Sambre-Avesnois. Nous recherchons donc des volontaires. Dans tout le bocage, des habitants prennent la parole. Parmi eux, Fabrice, pilier du collectif Bocage Sambre-Avesnois en danger. Je suis un râleur, mais je suis un râleur parce que je supporte pas l'injustice, en fait. C'est quelque chose qui est profondément en moi. Mais je suis pas un râleur, quoi. Je râle sur l'injustice. Mais dans ma vie personnelle, je râle très peu. Si, il y a des fois, je m'engueule. J'habite ici, donc je vois bien moi-même que le paysage se dégrade. Et je me dis, bon, on a une solution, c'est de créer un collectif et d'essayer de faire bouger les choses. Ça va? Ouais. Non, je me doute, ouais. Moi, je vais dégrossir et le prochain coup, je finirai. Ok, ça marche, ouais. Parce que bon, là, jusqu'à vous, il y a quand même pas passé. Ouais, puis il faut quand même que tu dormes. Bon, allez, bonne journée, là. Alors, le projet, ici, on est sur un bois qui fait à peu près 1 hectare. Et nous, on veut créer un camping, en fait, naturel, quoi. C'est une traduction concrète de ce qu'on veut faire de notre région, quoi. Écharpe rouge et verbe haut, Fabrice est un ancien délégué syndical, rompu à toutes les luttes sociales. Au printemps 2019, il a un objectif, étendre la mobilisation à tout le bocage avesnois. On a pris la parole, bon, on s'est imposé un peu, même si ça a été plus facile à certains endroits qu'à d'autres. On a interpellé les responsables politiques du coin. Alors certains avaient conscience du problème, d'autres moins. On est arrivé à ce que les gens en parlent. Avant, ils le subissaient, maintenant, ils en parlent. Je crois que c'est déjà une première victoire. Le collectif s'organise et va trouver un renfort de poids. En soutien à la mobilisation, des maires du sud avesnois vont prendre une décision spectaculaire. Le 9 mai 2019, un combat jusque-là local change de dimension. C'est le deuxième round. L'arrêté est affiché sur la mairie depuis début mai.
3 articles qui encadrent l'utilisation des pesticides sur le territoire de la commune. Une position radicale du maire, inquiet par la proximité entre les cultures et certaines habitations, voire même le collège. Respect d'une distance minimum de 100 mètres avec des habitations, traitement chimique soumis à déclaration auprès du maire au moins 48 heures avant. Jamais j'aurais imaginé que ça allait prendre une telle ampleur. Alain Raté a été maire de la commune d'Ohain de 1989 à 2020. Un jour, un Néerlandais est arrivé. Il a racheté les terrains. Je l'ai reçu dans mon bureau, voir un peu ce qu'il avait dans la tête et ce qu'il voulait faire. Il m'a dit que lui, il avait de l'argent. Donc, il pouvait acheter les terrains qu'il voulait. Et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait sur les terrains. Donc voilà. J'ai décidé avec le maire de Trélon, c'est concerté parce que le maire de Trélon, la commune voisine, est aussi concernée. Donc on s'est concerté, on a pris un arrêté. Je pense, lui, il a dû prendre l'arrêté le vendredi, et moi, j'avais pas ma secrétaire, elle a tapé l'arrêté le lundi. Entre le 9 mai et le 29 juin, 6 maires du Sud-Avesnois rejoignent la fronde. C'est du jamais vu. Tout un territoire prend position face aux pesticides. Des maires ruraux osent défier l'État. Et la réponse de celui-ci ne tarde pas. Moustier, Ohain, Anor, d'autres communes du Sud-Avesnois imposent aujourd'hui les mêmes règles. Une première dans la région, mais une première illégale. Les maires n'ont pas la compétence pour prendre ce type d'arrêté. Le sous-préfet d'Avesnes leur demande d'y renoncer au risque d'une saisine du tribunal administratif. Au niveau national, il n'y a pas de protection. Donc, dans un village, l'autorité la plus proche pour les habitants, c'est le maire. Donc c'est le maire qui doit protéger ses habitants. Donc l'arrêté, pour moi, l'arrêté était valable. Et c'est là que monsieur le sous-préfet m'a dit non, vous ne pouvez pas prendre votre arrêté puisque c'est à l'État à le faire. Comme il ne le fait pas, c'est à nous de le faire. Il faut faire bouger l'État. Les maires de l'Avesnois sont le détonateur d'une déflagration qui devient nationale. Au cours de l'été 2019, plus de 100 communes en France prennent les mêmes arrêtés. L'État les juge tous illégaux, sans pour autant changer la loi. Du côté de la FNSEA, l'initiative ne passe pas mieux. Le 20 septembre 2019, l'Association nationale des maires ruraux tient sa réunion annuelle dans l'Avesnois en présence du Premier ministre. Le congrès donne lieu ce jour-là à une véritable démonstration de force des agriculteurs. Une des mairies frondeuses est paillée, la pression monte d'un cran. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, bon, c'est pas qu'on se bat pas à armes égales, mais qu'en face, il y a du pouvoir aussi, quoi. C'est pas simple. Au cours de l'été, le collectif a rassemblé 15 000 signatures en soutien au maire. Et ce 20 septembre, il est également sur le pont. Ça se passe pas bien. La manifestation au Val-Joli, elle se passe pas super bien parce que donc Fabrice avait fait une demande à la préfecture pour autoriser le parcours. Et au final, le parcours n'a pas été respecté. Ils voulaient pas en fait que. Donc il y avait les gendarmes, plein de gendarmes. Donc c'est assez étrange quand on voit qu'on se balade avec des enfants, que c'est une balade. C'était une manifestation hyper pacifique, quoi. On chante, on marche à travers le bocage, justement, autour du Val-Joli. Et puis on arrive en haut du Val-Joli, tout est barré, on ne peut pas passer. C'est frustrant et en même temps inquiétant. À l'issue de cette nouvelle passe d'armes, c'est le statu quo. Agribashing d'un côté, pollueur de l'autre, chacun repart dos à dos. Moi, j'ai un reproche quand même par rapport à cette prise d'arrêté unilatérale de la part de ces quelques maires. C'est le manque de concertation, ou l'absence de concertation avec le monde agricole, avec peut-être une partie de l'administration aussi, qui aurait pu les aider, les orienter vers quelque chose qui ait une réelle efficacité sur le territoire, parce que ces arrêtés n'avaient qu'un seul but,
empêcher, enfin voilà, essayer de mettre un frein au développement de ces agriculteurs là, qui sont venus retourner les prairies. Et ça n'a pas marché. De toute façon, on le voit, on le constate sur le terrain. Ça ne veut pas dire que ça n'a servi à rien, mais c'est quand même presque ça. Le but, c'était de faire prévenir les médias et faire bouger les choses. Et ça se ressent quand même. Les agriculteurs prennent un peu plus de précautions maintenant quand ils sont à proximité des habitations. Les arrêtés ne sont pas appliqués, mais ils font bouger le bocage. À Ohain, on organise un remembrement pour favoriser l'agriculture bio autour du centre-ville. À Anor, une charte de bon voisinage est signée pour calmer les esprits. L'agitation autour des pesticides s'apaise. Au cours de l'hiver, le collectif se met en veille. Mais parmi les sentinelles du bocage, certaines sont à l'ouvrage, jour après jour. L'agnelage, c'est la mise bas des brebis. Ça dure à peu près 3-4 semaines. Donc j'ai un petit lit suspendu et puis hop. Il y en a qui disent que ça sert à rien, mais moi je trouve que les bêtes, elles se sentent mieux comme ça. Il y a toujours une intervention, soit pour une mise bas, soit pour un petit agneau qui se plaint, qui a froid, qui a faim ou qui a quelque chose. Pour faire tout ce que je fais, dormir là-dedans et tout, faut vraiment que ce soit une passion, quoi. Et ça doit être une passion. Parce que c'est des métiers de passionnés, de toute façon. Tu peux pas prendre la ferme parce que tes parents avaient une ferme et puis qu'il faut la reprendre, quoi. J'espère qu'on va pas se prendre une averse. On commence par le Troène en fait. Vas-y, en gros. En fait, il faut que la dernière racine, elle soit à ras du sol. Le fait de tasser, là, c'est pas pour faire beau. Pour garder l'humidité. Après, il faudra les arroser quand même. S'il pleut pas. Là, l'idée, c'est vraiment de ramener un peu plus de bocage dans nos prairies. Parce que, bon, des années comme celle-ci, où il y a bien plu, là, ça va. Mais les années de sécheresse, les haies vont nous aider à déjà protéger les bêtes, parce que c'est un abri. Et aussi à protéger l'herbe, comme les cultures. Ils me prennent pour un fou parce que moi, je suis en train de parceller des pâtures avec des haies qui les font chier, eux, les haies. Ça fait chier, en fait. C'est le seul truc qu'ils me disent. Ici, il y a de la vie. Et puis pour mes bêtes, pour les terrains, c'est utile. Bon, après, c'est vrai que quand il faut tournicoter autour des haies, quand on a des gros tracteurs et tout ça, je peux comprendre hein, que c'est pénible. Mais je pense que c'est ça l'avenir. On a fait des plaines à des endroits, on a tout arraché. Mais il est grand temps d'en replanter parce que ce sera le désert dans ces plaines-là.
Pour moi, c'est mon idée. Après, voilà, chacun ses idées. Je veux pas critiquer celui qui arrache encore. Hein. Mais bon, c'est ce que je pense. Chacun pense ce qu'il veut. J'ai acheté 2 brebis et un petit mâle pour les saillir, donc à l'âge de 16 ans. Au début, je travaillais encore à côté, hein, de toute façon, je ne pouvais pas vivre de ça. Parce que j'ai été pompiste, j'ai fait un peu tous les métiers, quoi. Fallait gagner un peu d'argent et puis se faire plaisir avec ses bêtes le soir, quoi, et le week-end. Non, allez, on sort pas aujourd'hui. Allez, venez là. Allez, venez. Moi, j'ai chargé des poulets industriels. Et on s'en foutait, quoi, des poulets. C'était... Enfin, on s'en foutait. J'ai toujours eu, quand même, voulu faire... Mais au bout d'un moment, tu fais comme les autres, quoi. Tu y vas, quoi. Il faut envoyer les poulets, il faut vider le bâtiment parce que t'as 120 000 poulets là, et puis il faut tout mettre dans les camions, quoi. Et puis tu sais que tu vas en chier. Des moments, tu dis, qu'est-ce que je fous là-dedans? Qu'est-ce que je fous là? T'es au milieu du truc, tu dis... Ça va les filles? Et puis, tout doucement, on a chopé un petit peu de terrain à droite, un petit peu à gauche. Personne m'a motivé, quoi. Pas grand monde, en tout cas. Enfin, si, à part ma femme ou les gens qui croient en toi, bien sûr, mais que ce soit la chambre d'agriculture, que ce soit n'importe qui... Quand ils arrivent sur des petites structures comme ça, il y a 15 ans, ils disent que de toute façon, tu feras jamais rien avec ça, quoi. C'est trop petit, qu'il n'y a aucune solution de s'en sortir, quoi. Aujourd'hui, je commence à savoir me payer, mais je me rends compte que j'ai beaucoup de boulot. Et du coup, voilà, on pense déjà à embaucher, à pouvoir demain payer quelqu'un, quoi. Donc, c'est un grand pas en avant, quoi. Tu sens que le truc, il fonctionne, et je pense que ça y va aller. Benoît et d'autres défendent au quotidien l'idée d'une agriculture parfaitement adaptée au bocage. Au printemps, le premier confinement rappelle l'importance d'une production locale et diversifiée, tandis que la pomme de terre encaisse le coup. Avec plus de 200 000 tonnes d'invendus dans les Hauts-de-France cette année-là, elle ne fait plus recette. À l'été 2020, le collectif reste mobilisé et déplace le combat sur la question des haies. Frein au développement ou capital à entretenir, l'enjeu n'est pas seulement économique, il est aussi culturel et affectif. Après les pesticides, l'avenir des haies déclenche le troisième round. Si le maire il a le droit d'accepter qu'on arrache une haie, parce que nous on l'a entendu, la communauté de communes nous a dit, quand on a fait le plan d'occupation des sols, c'est le maire qui a la responsabilité de la... Si le maire ne voit pas la différence entre une jeune haie qu'on va planter cette année et la haie qui a 100 ans ou 200 ans ou plus d'existence, donc pour moi c'est une formation de départ. Moi je serais aussi pour l'idée qu'il faut réhabituer les gens à se dire qu'il y a un patrimoine ancestral dans les haies et qu'il faut qu'une vieille haie elle ait le droit d'exister et d'être pas abîmée par le travail mécanique. Donc là, notre rôle, il est important. On peut se dire, oui, on peut déjà faire des choses pour que ça s'améliore, mais je pense qu'il est déjà grandement temps de se dire, on bloque, on préserve déjà ce qui peut être encore préservé, et on va essayer d'apporter une plus-value derrière. J'ai vu des arrachages, je pense, il y a 3 ans encore, j'en voyais sur toute la route pour aller à Maroilles, on voyait la grue qui passait. Oui. Et si on ne prend pas à l'instant présent la photo, plus personne ne sait qu'il y avait une haie. À 35 ans, Sylvain est le nouveau maire d'Ohain. L'enfant du pays partage son temps entre sa mairie et son métier. On rentre le ventre, on serre les fesses. Prof de sport. Commence à trembler. Vous vous y mettez pas. Je ne voulais pas quitter ma région et surtout pas mon village. Donc chez nous, on y vit bien, mais il faut trouver un travail. C'est pas toujours évident. Prof de PS, ça me permettait d'allier tout ça et de rester sur ma commune, au moins sur le territoire.
il y a 25-30 ans. On a vu des secteurs de la commune rasés. Il y a eu des fractionnements, en fait. Un petit terrain par-ci, un petit terrain par-là. Et puis ça a fait boule de neige, et ce qui fait qu'au fil du temps, on retrouve des grandes parcelles. Aujourd'hui, concrètement, je sais que si n'importe qui arrache 3 mètres de haie devant chez lui, que ce soit en plein centre ou dans un champ, il y a quelqu'un qui va me prévenir, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, les gens ils sont quand même au courant du problème, et puis ils sont attachés aussi à leur territoire et au bocage. Des têtards, il y en avait tout le long. Hein. Il en a foutu en l'air. Hein, ouais. Parce que là, on se demande même si dans le tas là-bas, s'il n'y a pas un champ de têtard ou... Si on a... Ah oui, il doit y en avoir. Et puis un derrière, et quand ils voient ça, ils sont morts, hein, ces trucs-là. Hein. Déjà, Sylvain, quand il pleut beaucoup, t'as remarqué, là, le fossé. Toute la terre qui redescend, qui traverse la route. Là. Oui, il y a un petit peu de coulée de boue. Avant, il y avait des haies, il y avait tout ça. Ça pompait beaucoup. J'ai jamais vu ça, moi. Hein. Et à cet endroit-là, c'est arrivé l'année dernière qu'on soit obligé de fermer la route parce que la route était inondée. Pour parler du Todd. Ouais, alors d'où il vient? C'est ça, c'est ce qu'on se posait. Je suppose c'est qu'il a arraché tout entre les têtards. Là, on voit la ligne, là. En fait, là. À mon avis, tout ça là, il vient de là. Hein. Mais ça a dû être fait cet hiver parce que moi, je l'ai vu il y a au moins 1 mois ou 2 déjà. Mais ouais, c'est une catastrophe, hein, franchement. S'opposer à l'arrachage des haies, c'est pas facile. Hein. Moi, je me suis... un jour, on m'a prévenu, un riverain m'a prévenu que le Néerlandais était en train d'arracher des haies dans un champ pour planter ses pommes de terre. Donc j'y suis allé. Et je l'ai fait arrêter. Il restait un bout de haie en plein milieu du champ. Mais même le parc, hein, moi j'ai prévenu le parc. On est dans un parc naturel régional. Le parc est incapable d'interdire d'arracher les haies, même si les haies sont classées au plus. Mais qu'est-ce que fait le parc? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parc naturel régional? C'est un territoire remarquable. Je vais parler comme un décret du ministère de l'Environnement. C'est un territoire remarquable qui, au niveau national comme au niveau régional, a des paysages, une biodiversité remarquable qu'il nous faut protéger, mais qui est fragile. Ça veut dire qu'il y a des menaces sur elle. Yvon Brunel, directeur du parc naturel régional de l'Avesnois. On n'est pas dans un parc national où on se dit non, on chasse plus, on met tout ça sous une cloche, ou quand vous allez construire, il faut passer par telle et telle chose, il faut passer par l'architecte du parc. Non, on ne peut pas mettre un gendarme derrière tout le monde. Donc il faut qu'on avance avec tout le monde. Alors il y a des moments, il y a des récalcitrants. Il y a des gens qui arrachent les haies et qui sont protégés. Et bien là, c'est l'élu communal qui nous dit qu'est-ce que je fais. Et nous on dit, faut faire un constat d'huissier, il faut aller jusque peut-être aller lui dire il faut replanter. Nous on l'aide à replanter et tout ça. Agissons avec raison sur des choses. Alors le raisonnable en ce moment ça marche pas bien. Le combat pour les haies est à l'image de toute l'agitation du bocage. Agriculteurs, riverains, militants, élus, institutions, chacun y joue sa partition, en essayant de jouer plus fort que le voisin. On constate, on déplore, on dit qu'on n'y comprend plus rien, on classe, on protège, on rappelle le manque de moyens, et tout ce petit monde interroge l'État et la loi, entre environnement à préserver et industrie à alimenter. Au fait, qu'est-ce qu'on veut faire du bocage? Alors tu vois tous ces qui sont là, ils les ont taillés. Alors quand j'appelle tailler, c'est charcuté quoi. C'est avec les machines là. Un peu comme ça. Ouais, en pleine période de nidification. À gauche. Dans cette nouvelle bataille pour les haies, le collectif reste mobilisé sur le terrain et sur Internet avec la même ambition, faire bouger les lignes. Message de Bernadette. Bonjour, y a-t-il un arrêté préfectoral pour notre région préservant les coupes abusives des haies? Agnès. Incompréhensible d'observer la destruction d'une haie ancienne quand on voit qu'à une centaine de mètres, des haies sont plantées probablement avec des Fabrice. La destruction des haies et des prairies permanentes s'intensifie pendant le confinement. Nouveau signalement sur Étreint. Ouais, alors, tu vois, c'est quand même, c'est des beaux arbres.
Oh, les souches énormes. C'est un cimetière de haies, quoi. Regarde-moi ça. C'est des arbres de 200 ans, tu vois. Ouais, Ouais, vraiment, 200 là. ans, ouais. T'as vu l'épaisseur des troncs? Putain, c'est Ça impressionnant. continue jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout de la pâture. Et donc, ils ont arraché ces arbres-là. C'était quoi la raison invoquée? Bah, à mon avis, c'est le remembrement de la Nationale 2. Donc, ils disent à un agriculteur, ben voilà, on t'échange ce terrain-là contre ce terrain-là. Mais tu vois, la haie, elle n'est pas forcément arrachée parce que la Nationale 2, elle passe là. Elle est arrachée parce qu'on remembre. Donc, par exemple, le mec, il a sa parcelle là, puis il y a une parcelle à côté, mais pour faire qu'une seule parcelle, on arrache la haie au milieu, quoi. Alors ça, on compense par des petites haies. Tu vois, il faudra 200 ans pour en arriver là, quoi. Puisqu'ici, les haies, c'est le paysage de l'Avesnois, ce qui fait l'identité, en fait. On a touché à l'identité des gens. Déjà, si on empêche d'arracher les haies, par exemple, on empêche cette agriculture. Puisque pour eux, c'est pas intéressant d'avoir des petits lopins, enfin, même des trucs d'un hectare, c'est pas assez, il leur faut des hectares et des hectares. Donc les haies, ça les ennuie, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils les arrachent, hein. Ils les arrachent pas pour les arracher, ils les arrachent parce que ça les ennuie. Alors ce qui nous est signalé, en fait, c'est une augmentation des retournements de pâture. Et ce qui est signalé aussi, c'est de l'arrachage de haies, ça, énormément. Alors sur Étreins. En termes de biodiversité, c'est catastrophique. Ouais. Sur Étreins, sur Balieu. J'ai habité très longtemps dans le Valenciennois, et le Valenciennois, en 78, j'avais donc 13 ans, quoi. Et mon père tient un café, et en 78, il y a les grandes fermetures de la sidérurgie et de la métallurgie sur le Valenciennois. T'as toutes les usines Usinor qui ferment, et il y a des grosses manifestations. Et à l'époque, c'est des amis, des familles entières, dont le père, le grand-père, le fils, tout le monde perd son emploi. Et alors que c'était une région très vivante. Je me souviens à l'époque, gamin, je regardais ça et ça me faisait mal, quoi, de voir ces gens en colère, mais aussi tristes. Et le syndic en 1992, et ça a duré 26 ans. Il faut plonger dans l'histoire industrielle du Nord pour comprendre l'attachement au bocage. Dans l'Avesnois, les industries du textile, du verre et de la céramique, les forges d'Anor, ont fait rayonner le territoire bien au-delà de son bocage. Aujourd'hui, les usines sont fermées, rangées au rayon patrimoine. Et pour toute une génération, déjà traumatisée par la désindustrialisation, défendre le bocage, c'est sauver le peu qui reste. Donc non seulement l'Avesnois avait perdu toute son industrie, et là, le dernier truc qui lui reste, son identité, c'est le bocage. Et du coup, on est en train de tout perdre, quoi. Moi, j'avais envie de refaire un truc à Vennes pour aller revoir le sous-préfet. En fait, on fait un truc sur la place où on avait fait. On peut proposer aux autres associations qui étaient déjà venues de prendre la parole aussi, quoi. Avec Valent-Vénois, tout ça. Ouais, il y avait Extinction Rebellion, il y avait les coquelicots. Il y avait une femme qui est venue, qui a parlé des haies qui étaient très intéressantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut voir si les gens ils vont avoir envie de bouger aussi, hein, avec l'histoire du Covid, machin et tout. C'est difficile, hein. C'est difficile. Hein. En espérant qu'il n'y a pas... Bon, de toute façon, on tente le coup, hein. À l'automne 2020, la France est à nouveau confinée. Du côté des militants, pas de nouvelles manifestations. Conséquence immédiate de la crise sanitaire ou cycle normal d'un combat au long cours, peut-être un peu des deux. Ouais, non, alors bon, il y a ce problème de confinement, mais à mon avis, ça explique pas tout non plus. Bon, le militantisme, c'est aussi compliqué, parce qu'il y a des gens qui sont des militants qui ont adhéré au collectif, puis il y a des gens qui sont pas des militants, qui sont des gens qui réagissent à un problème. Sauf que les combats, c'est des combats qui se mènent sur le temps. Les gens ont toujours cet espoir, mais moi aussi je l'avais quand j'ai commencé à militer, c'est on va gagner tout de suite. Mais ça se passe pas comme ça, quoi. C'est le temps qui fait. Et militer sur le temps, ça prend du temps. Ça prend sur la famille, ça prend sur les amis, ça prend sur plein de choses, quoi, sur les loisirs. Et c'est vrai que on est souvent confronté à des problèmes d'essoufflement. Il y a eu la Covid-19 qui a fait que c'est vrai que la mobilisation s'est un peu arrêtée.
Mais je pense pas que... Enfin, je pense que ça n'a pas servi à rien, quoi. Je pense que ça a un peu éveillé les gens à ces problèmes et que, au final, c'est comme si on était un peu, pas aux aguets, mais en pause. Comme si, s'il fallait recommencer, bah, on le referait, quoi. Trop fort. T'as vu, ça fait tout comme ça. Post-confinement, chacun reprend le cours de sa vie. Lucie accueille de nouveaux élèves. N'oublie pas, il faut qu'on revoie le trou. Fabrice travaille à la construction de son camping. Benoît élève 2 jeunes pensionnaires. Allez! Il y avait les pavés juste là. Et Sylvain gère des travaux en centre-ville de Reims. Mais depuis 2 ans, la prise de conscience d'un bocage en danger s'est accélérée, au rythme de menaces de plus en plus visibles. Au printemps 2021, le champ qui avait allumé la première mèche 2 ans plus tôt est de retour. Il ouvre le 4e round. Ce film permet de constater l'écoulement des eaux depuis une pâture transformée en champ d'exploitation céréalière. L'eau de ruissellement court sur la terre de ce champ. On peut voir l'accumulation des eaux qui termineront de s'écouler vers les habitations. Il y a eu plusieurs épisodes, quoi. Et en fait, ça suit la petite ravine, là. Ouais. Ça passe près du puisard et ça ressort entre les 2 maisons. Alors, une fois que la terre a été retournée et qu'elle est travaillée pour implanter une culture, quelle qu'elle soit, c'est quasiment un billard après. Et à partir de là, il n'y a plus d'infiltration ou beaucoup moins. Et il y a un phénomène de ruissellement et d'érosion naturelle. Là, on le distingue dans les sillons que ça provoque, quoi. Ça se multiplie, hein. Moi, j'avais constaté que le premier, le central, on va dire. Mais ça va se reproduire et ça va se multiplier un peu partout. Enfin, il y a plein de limons qui descendent avec... Sylvain est prof de natation et élu municipal à Hanovre. Il habite en contrebas du fameux champ situé sur les hauteurs du village. Témoin et victime d'une nouvelle conséquence du retournement des prairies et de la disparition des haies. Implacablement, un véritable canyon se creuse au-dessus de chez lui, ouvrant la voie à des coulées de boue. Le phénomène, parfois meurtrier, est désormais connu dans la France entière. Et dans les Hauts-de-France, il bouleverse déjà certains paysages. Tout comme Lucie 2 ans plus tôt, Sylvain se prépare à une nouvelle lutte et le but reste le même, documenter, alerter et interroger les pouvoirs publics. Mais si on regarde le plan... Alors comment ils appellent ça? Le plan de protection des haies. Elle figurait sur le... Sur les haies à protéger. J'ai beaucoup de fichiers, alors c'est compliqué pour moi. Donc là, sur ce document-là, tu vois les linéaires de haies. Donc sur cette parcelle-là, tu avais 2 fois 339 mètres de haies qui n'existent plus. Celle-ci, elle est vraiment pertinente, quoi. Ouais. Elle te montre bien l'ampleur du phénomène. Et là, pour le coup, partout, tout autour, à l'intérieur, il n'y a plus du tout de haies. Oui, tout à fait. Il n'y a plus de haies, on voit le sillon qui s'amorce déjà. Ouais. Là, ça se craquelle déjà. Hein. Ouais, affolant. Affolant. Après les pesticides, après les haies, les coulées de boue s'invitent dans le débat public. Ce soir, elles sont à l'ordre du jour au conseil municipal d'Hanovre. Alors je vais vous lire quand même la lettre que j'ai adressée à M. Joasserens. Alors depuis votre arrivée sur la commune d'Hanovre, nous connaissons des déboires à plusieurs niveaux. Le dernier concerne les ruissellements de boue provoqués par le retournement de vos pâtures. Celles-ci, situées en amont, ne retiennent plus l'eau et les sillons facilitent l'écoulement vers les terrains et les maisons en aval. Je veux vous faire prendre conscience que vous êtes responsable de cette situation, que cela ne pourra durer sans conséquence. Vous n'avez pas, dans cette
dans votre façon de travailler, pris en considération les voisins, victimes potentielles de ce manque de considération. Aucun aménagement en limite de vos terrains en pente ne retient l'eau. Imaginez simplement l'inverse, quelle serait votre réaction? Jean-Luc Perrat est le maire d'Anor. Monsieur, il est grand temps que vous appreniez à vivre sur notre territoire sans imposer votre façon de travailler, mais en vous adaptant, etc., etc. Donc, ça, c'est la lettre que j'ai adressée à M. Josseren. Sans réponse. Sans réponse. Autour de la table, 20 conseillers municipaux, dont un agriculteur, des employés, des chefs d'entreprise, des retraités. Tous sont bénévoles. Je vais laisser peut-être à ceux qui le souhaitent le soin d'intervenir. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, que l'agriculteur, peut-être lui demander s'il ne peut pas, à la place de retourner, est-ce qu'il ne peut pas laisser en prairie, et puis peut-être retourner ailleurs. Sauf que les retournements, aujourd'hui, n'est pas interdit. C'est pas, M. Joisserens n'a pas innové dans le retournement des terres. Il n'a pas innové. Tous les agriculteurs qui font du blé, qui font de l'orge, qui font toutes les céréales qu'ils plantent, avant de planter, ils sont obligés de retourner. Est-ce que quelqu'un souhaite... Pardon, Bernard. Le problème, c'est que la Chambre de l'agriculture, elle-même ne sait pas où elle est. Quand on leur pose des questions, ils ne savent pas. Ils n'osent pas dire les choses aux agriculteurs pour ne pas les vexer. C'est en gros, je résume en gros. Donc, on tourne en rond. On tourne en rond. Et des problèmes d'érosion, ruissellement, il y en a de plus en plus. Il n'y a pas que dans le Cambrésis, dans l'Aisne, machin. Partout, il y a des problèmes d'érosion. Ça ne va pas être évident. Il faut savoir qu'un dossier érosion-ruissellement, ça peut coûter des millions. Ça peut coûter des millions. Ça, c'est sûr. Maximilien, si tu veux bien nous apporter ton éclairage, s'il te plaît. Merci. Vous parlez de faire bouger les lignes, de faire changer un certain nombre de procédures, d'habitudes. Alors moi, je veux bien changer un petit peu mes habitudes, mais avant, il faut me dire vers quoi je dois aller, mais en quoi ça consiste. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est l'agriculture conventionnelle française en 2021 et qu'est-ce que l'agriculture biologique aussi? Ça ne doit pas être que du marketing, que des grands termes qui font bien dans les supermarchés et dans les débats publics ou politiques. Il faudrait réellement savoir de quoi on parle, quoi. C'est tout ce que je demande aux gens. Moi, quand j'essaie de parler d'un sujet, je me renseigne avant de dire quoi que ce soit, sinon je préfère pas prendre la parole. C'est peut-être pour ça que je parle pas beaucoup. Voilà. Merci Maximilien pour ta franchise de parole. C'est bien, c'est d'ailleurs un conseil municipal est fait pour que chacun puisse s'exprimer. Moi, je pense que la principale force, ce serait d'interdire les retournements, notamment pour les parcelles qui sont situées en point haut et qui ont des risques potentiels si jamais il y a de la pluie. Mais concrètement, même si on a de bonne volonté, on n'a pas. Je suis pas un shérif. J'ai pas de colt, j'ai pas de possibilité de mettre les gens en prison, j'ai pas la possibilité de... Je ne peux simplement que remonter des attentes, des doléances. Mais encore faut-il que derrière, on puisse être suivi. On a des gens qui nous disent « Ah, il faut faire quelque chose tout de suite ». Ça, on peut pas. Ça, c'est pas possible. Sur l'érosion, on est obligé de travailler sur 4 ou 5 ans, travailler avec l'agriculteur, travailler, savoir d'où ça vient, comment c'est fait, est-ce que la pluie qui est tombée, c'est une pluie qui va retomber dans 2 ans, 3 ans, ou c'est exceptionnel et ça ne va pas retomber. Mais il faut agir quand même, parce que les gens, quand ils voient une coulée de boue traverser leur salon, ils ne sont pas contents. On avait l'interdiction de retourner les prairies, interdiction qui a été levée, et donc les gens, ils retournent les prairies. Et c'est l'économie qui est quand même, quelque part, celle qui nous mène. Des habitants qui s'inquiètent, des mairies qui font face comme elles peuvent, des agriculteurs qui en ont marre, un État qui gère au coup par coup. Depuis 2 ans, les petites histoires qui agitent le bocage sont finalement bien plus grandes que lui. Ce sont plusieurs mondes et plusieurs idées du monde qui se télescopent dans le sud avesnois. Quelle agriculture? Pour quelle alimentation? Pour quel environnement? Avec quels moyens? Face à l'industrie de la frite,
Le bocage a-t-il un avenir? Aujourd'hui, Benoît est en passe de réussir son pari. Remonter une exploitation à coup de circuits courts, en harmonie avec son territoire. Il faut de l'élevage pour entretenir le bocage. Et je dirais même mieux, pas de l'élevage à grande échelle, quoi. Je comprends très bien qu'on peut pas tout faire à petite échelle. Mais pourtant, ce serait quand même un bel avenir. Sylvain inaugure un nouveau centre-ville, en compagnie de la sous-préfète, du député. Il croit à une destination bocage, un tourisme vert, comme nouveau poumon pour la région. On a une carte à jouer qui est importante pour nous et je pense que là, on ne doit pas passer à côté de cette carte-là. Lucie n'a pas prévu de déménager pour fuir à nouveau les pesticides. C'est sûr que c'est quelque chose qui m'a plu. Voir les choses bouger, savoir qu'on fait pas ça pour rien, qu'il y a des choses qui sont mises en place. Non, c'est quand même plaisant. Fabrice inaugure son camping avec quelques mois de retard. À coup de financement participatif et d'huile de coude, il se prépare à accueillir des touristes. Et le combat n'est jamais loin. On ne peut pas faire autrement. Ah oui, bien sûr, il y a l'agriculture intensive qui détruit toutes les terres, mais on ne peut pas faire autrement. Et on leur dit qu'on ne peut pas faire autrement. Donc c'est à nous de convaincre qu'on peut faire autrement.